Cette série de vidéos et ces animations 3D sont rendues possibles grâce à Serge, animateur à qui vous pouvez faire appel sur le site Fiverr qui sponsorise ce projet. Grâce à lui, j'ai pu avoir de belles animations exactement comme je le voulais, en lui fournissant des modèles 3D et un script précis. Vous aussi, vous pouvez utiliser Fiverr pour faire appel à des prestataires pour tous vos besoins en voix off, traduction, montage ou animation 3D comme c'est le cas ici. Serge a fait un travail rapide, soigné et s'est vraiment impliqué dans le projet avec passion. Et j'espère que le résultat vous plaira. Pour plus d'infos sur Serge et Fiverr, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Si une fusée a marqué les esprits et surtout l'histoire, c'est sans conteste la Saturne V. Encore aujourd'hui, plus de 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, ce lanceur iconique et gigantesque continue de faire rêver à l'heure où un retour sur la Lune se profile. Dans cette série de vidéos, nous allons donc décortiquer les différents composants de la Saturne V. Après l'annonce, en mai 1961 du président Kennedy, donnant le coup d'envoi de la course à la Lune, la NASA planche sur le véhicule qui pourrait transporter des astronautes sur la Lune et les ramener sur Terre en toute sécurité. Et quand le design de ce lanceur est arrêté, sa base, le S1C, va devoir être testée, mais surtout construite en série. Munie de 5 moteurs F1, d'une hauteur vertigineuse de 42 mètres de haut et de 10 mètres de diamètre, on pourrait aisément y placer une navette spatiale sans ailes, avec encore un peu de marge. Il est responsable d'élever les 3000 tonnes de la Saturne V et son équipage durant les premières 2 minutes et demie de vol. Et comme toujours à la NASA, un appel d'offres est lancé. Pour cet étage, c'est Boeing qui le remporte, et le contrat est signé le 15 décembre 1961. Et les moteurs de cet étage, les F1, vont être construits par Rocketdyne. L'histoire du moteur F1 démarre en 1955. L'Air Force étudie la possibilité de concevoir un moteur pouvant délivrer 4,5 méganewtons de poussée pour les futurs missiles balistiques américains. Déjà à l'époque, c'est Rocketdyne qui a la charge de plancher sur le projet. Mais finalement, l'Air Force abandonne l'idée, préférant les lanceurs plus conventionnels aux moteurs moins puissants. Mais lorsque la course à la Lune est lancée, la NASA et Rocketdyne dépoussièrent leurs travaux sur le moteur. Désormais, il va falloir le concevoir, mais dans une version bien plus puissante qu'imaginée à l'origine. En avril 1961, le moteur F1 subit son premier essai. La poussée est mesurée à 7,3 méganewtons, ce qui est au-dessus des attentes, mais la pression énorme et le flux démentiel d'ergol dans le moteur le fragilisent et le rend instable. 2,5 tonnes de carburant et de comburant passent à travers les injecteurs à chaque seconde, et la chambre de combustion peine à supporter les plus de 3000 degrés Celsius générés. Plusieurs composants lâchent, et lors d'un test le 28 juin 1962, le moteur explose. Il va donc falloir trouver un moyen de le stabiliser. Les ingénieurs vont alors trouver des solutions étonnantes. Pour avoir des données fiables sur la surpression et le comportement du moteur, ils placent de petites charges explosives dans la chambre de combustion qui créent ces fameuses surpressions. Après plusieurs essais en déclenchant ces charges explosives, le comportement du moteur et ses composants est parfaitement maîtrisé, connu, et enfin, son fonctionnement s'avère stable. Mais la pression n'est pas le seul problème du moteur F1. Il faut aussi trouver un moyen de le refroidir. L'acier, le nickel et le cuivre de la chambre de combustion ne peuvent pas supporter la température de 3000 degrés. Là aussi, la solution trouvée est originale. On place tout le long de la paroi de la tuyère de petits tubes, dans lesquels va s'écouler du carburant encore frais venant du réservoir. Ce kérosène va descendre le long des tubes, refroidissant la tuyère, puis remonter par d'autres tubes avant de finalement se diriger dans la chambre de combustion pour être brûlé. Ainsi, 70% du carburant utilisé par le moteur passera d'abord dans ce système de refroidissement,
faisant tomber la température. Pour améliorer l'efficacité du moteur, on ajoute également une extension de tuyère placée sous l'échappement qui double sa hauteur. Mais pour refroidir cette partie, il n'est plus question de refroidissement par carburant. Cette fois, ce sont des gaz d'échappement à 600 degrés qui s'échappent sur tout le pourtour intérieur en acier de cette tuyère. Ça reste chaud, mais supportable, et c'est la raison pour laquelle on pourra voir très clairement cette couleur noire éjectée des parois du moteur lors du décollage. D'autres problèmes de refroidissement se posent néanmoins. D'abord, durant l'ascension, les gaz chauds ont tendance à remonter le long des moteurs jusqu'à la base, un phénomène bien connu qui était bien visible lors des décollages de navettes spatiales. Les F1 sont alors munis d'une couverture de protection, un mélange de feuilles de métal Inconel et d'amiante qui englobe tout leur extérieur. Et désormais, les moteurs sont prêts et il faut les monter sur l'étage S1C. L'étage S1C est totalement dédié à contenir le kérosène et l'oxygène liquide nécessaires au moteur F1. On peut le diviser en 4 parties. À sa base, les moteurs sont attachés à la structure de poussée qui relie la Saturne V au pas de tir. Haute de 5,90 m, elle est dotée de cônes aérodynamiques. Vu que les 4 moteurs F1 latéraux dépassent de l'étage, il faut les protéger du flux d'air énorme qu'ils pourraient subir lors du vol. Ces cônes agissent donc comme une coiffe, mais pas seulement. On place dessus une dérive en titane pour aider à la stabilité du vol et à l'intérieur des rétrofusées chargées d'aider à la séparation de l'étage à la fin de son utilisation. Poussant en direction du ciel, elles font un trou dans le cône lors de leur activation et ralentissent l'étage pour l'éloigner du reste de la Saturne V pour éviter toute collision. Au-dessus de la structure de poussée se trouve le réservoir de kérosène. Ces parois, visibles de l'extérieur, sont en alliage d'aluminium et font moins de 5 mm d'épaisseur. Haut de 13 mètres, il peut contenir 820 000 litres de kérosène RP1 dans sa version initiale. Il est traversé par 5 conduites d'oxygène liquide qui vont du réservoir d'oxygène au moteur. Juste au-dessus, on trouve l'intertank. C'est une structure qui relie le réservoir de kérosène à celui d'oxygène liquide. D'une hauteur cocasse de 6,66 mètres, il permet également aux techniciens d'accéder à cette partie de l'étage. Après l'intertank se trouve bien évidemment l'immense réservoir d'oxygène liquide. Sachant qu'un moteur F1 ingurgite 1 tonne 800 d'oxygène liquide et 800 kg de kérosène par seconde, il faut des réservoirs qui correspondent à ces proportions. Ce réservoir fait donc près de 20 mètres de haut et peut contenir 1 340 000 litres d'oxygène liquide refroidi à moins 183 degrés. Une fois rempli, ce réservoir seul a une masse de 1500 tonnes, soit près de la moitié de la Saturne V. Enfin, on trouve à son sommet la jupe supérieure, chargée de faire la jonction avec l'étage S2. Haute de 3 mètres, on y trouve tous les systèmes électriques et télémétriques de l'étage. C'est aussi à cet endroit qu'est placée la commande de destruction à distance de l'étage, qui est reliée à des fusées fixées sur les parois des 2 réservoirs, et qui peut littéralement les éventrer au cas où la chute de l'étage pose un danger sur la population. Les étages S1C ont été construits dès 1963 à Mitchoud, près de la Nouvelle-Orléans, puis testés non loin de là, au Mississippi Test Facility. Pour les transporter jusqu'au Kennedy Space Center, le seul moyen de transport possible, au vu de leurs proportions, était de les placer sur une barge qui traversait le golfe du Mexique et remontait le long des côtes de Floride jusqu'au Kennedy Space Center. En tout, ce sont 13 S1C qui voleront, et tous avec succès. Leurs 65 moteurs F1 réussiront à élever les Saturne V et leurs astronautes vers l'espace. Durant les années 60, Rocketdyne proposera le F1A à l'étude, une version plus puissante, mais avec les coupures de budget de la NASA et l'arrêt du programme Apollo, il ne verra jamais le jour. Tous les S1C et leurs moteurs finiront par se cracher au fond de l'océan Atlantique, à 650 km des côtes, où ils reposent désormais sous 4000 mètres de fond. Le F1 est encore aujourd'hui le moteur à chambre simple le plus puissant à n'avoir jamais volé. Avec les 6,8 mégatonnes de poussée, sa turbine de 53 000 chevaux et les gaz éjectés à 3 km par seconde, il représente l'ingéniosité des humains face aux défis
d'envoyer des hommes sur la Lune. Jeff Bezos, futur patron d'Amazon, n'est qu'un enfant de 5 ans quand il assiste au premier pas de l'homme sur la Lune. C'est là qu'il développe une passion pour l'espace qui le suivra toute sa vie. Devenu multimilliardaire, il se lance en 2011 dans la conquête d'artefacts des missions Apollo reposant en mer, dans le but de les exposer dans des musées. Tel Indiana Jones ou Jacques Cousteau, il monte une expédition maritime pour retrouver des moteurs F1 ayant propulsé ses idoles sur la Lune. Avec l'aide de robots sous-marins, il finit par trouver des moteurs F1 reposant sur le plancher océanique en 2013. Puis 2 morceaux de moteurs F1 sont remontés et nettoyés de leur long repos au fond de l'océan. Les équipes arrivent à faire apparaître les numéros de série. Ils viennent de récupérer un moteur F1 d'Apollo 12 et un autre d'Apollo 11. Évidemment, ils ont été bien amochés par leur impact avec l'océan et leur exposition de près de 50 ans dans l'eau, mais après un peu de restauration, les restes du F1 d'Apollo 12 sont remis en personne au Museum of Flight de Seattle, tandis que ceux du F1 d'Apollo 11 sont offerts au Smithsonian de Washington. La partie la plus impressionnante de leur trouvaille reste l'injecteur du F1 d'Apollo 12 dans un état étonnamment remarquable. Ce disque, qui injecte le carburant et le comburant pour la combustion, est percé de 2800 trous. Ce sont de véritables trésors de l'ère Apollo, car en dehors des capsules qui, à chaque vol, revenaient sur Terre, ce sont les seuls composants de Saturne V ayant volé qui ont pu être récupérés et exposés. Le dernier S1C qui volera sera celui du lancement de Skylab en 1973. Depuis, les étages non utilisés mais construits pour les missions Apollo annulées sont exposés à divers endroits des États-Unis avec leurs moteurs F1, notamment au Kennedy Space Center, où l'on peut prendre toute la mesure, ou plutôt la démesure, de ces machines qui ont permis à l'humanité de se rendre sur son astre compagnon. J'espère que cette partie sur le S1C vous aura plu. C'est la première partie d'une grande série sur la Saturne V dont les épisodes suivront dans les prochaines semaines. Encore merci au site Fiverr d'avoir sponsorisé la vidéo et Serge qui a animé un modèle très détaillé du S1C avec brio. N'hésitez pas à aller voir son travail et éventuellement faire appel à ses services et à ceux d'autres créateurs talentueux de Fiverr comme des graphistes, des comédiens de doublage, des monteurs ou autres artistes avec le lien qui se trouve dans la description. Vous y trouverez également le livre source de cette série sur la Saturne V, qui est une véritable bible sur le lanceur que je vous recommande fortement. Allez, on se retrouve en février pour la suite, avec l'étage S2. Ciao!